Avec Le Brief, recevez l'info en langage clair. Chez Argenta, recevez des conseils financiers en langage clair. Pour les grands patrimoines aussi. Argenta, c'est aussi simple que ça. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 17 août et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre. Le brief de l'Écho. Au Moyen-Orient, la situation s'enlise avec des conséquences qui se font sentir bien au-delà de la région, notamment sur l'économie mondiale. Et puis, il y a un autre sujet qui inquiète les marchés, la dette américaine. Les doutes grandissent sur la capacité des États-Unis à continuer de s'endetter et quand les États-Unis toussent, c'est toute la finance mondiale qui peut prendre froid. Alors on va analyser la situation ce matin avec mon invité, l'économiste Étienne de Calataï, cofondateur de la société de gestion de patrimoine Orcadia. Étienne de Calataï, bonjour. Bonjour. Ensemble, on parlera aussi de 2 entrées en bourse à venir, de 2 géants très différents mais tous les 2 très puissants, le géant chinois de l'ultra fast fashion Shein et le poids lourd américain de l'IA Anthropic. Et puis on fera également le point sur 2 dossiers brûlants de la rentrée pour le gouvernement fédéral, la vente partielle de Belfius et l'avenir de l'assureur public Ethias. Je suis Ondine Ouérès et vous écoutez Le Brief. Le brief, l'invité du lundi. Mais d'abord, un point dans les fagnes, en proie à un incendie d'une ampleur exceptionnelle depuis 3 jours maintenant. Environ 3000 hectares sont déjà partis en fumée et le combat contre les flammes pourrait durer des semaines. Plusieurs centaines d'habitants et d'habitantes de villages alentours ont été évacués. Une catastrophe qui nous rappelle encore la réalité de l'urgence climatique, même si on ne connaît pas l'origine du départ de feu entre les températures très élevées des derniers jours et la sécheresse des sols. Tout était réuni pour aider les flammes à se propager. Étienne de Calataï, vous m'avez dit venir de la région. Alors, est-ce que l'économiste et le citoyen que vous êtes a une réflexion à nous partager sur la situation ? Oui, mais c'est d'abord l'humain, c'est d'abord le grand-père qui s'inquiète. C'est aussi le fils d'une dame qui va sur ses 93 ans et qui souffre terriblement de la chaleur. Mais ce que l'économiste rajoute ou rappelle, c'est, nous le savons depuis 2006, c'est ce qu'on appelle le coût de la non-action. Il n'y a rien de plus bête sur le plan économique que de ne pas agir sur le plan environnemental et climatique. Oui, et le coût de l'inaction se fait de plus en plus sentir, et particulièrement cet été. Au Moyen-Orient, le blocage reste total. Ces dernières semaines, l'Iran comme les États-Unis ont chacun violé le protocole d'accord qui devait ouvrir la voie à une fin définitive de la guerre. On en est encore loin. Par ailleurs, au Liban, cette fois, des frappes israéliennes ont fait 11 morts ce samedi, dont des femmes et des enfants, et c'est le bilan le plus meurtrier depuis les accords conclus en juin. Le Moyen-Orient continue de s'embraser. Donald Trump a dit vouloir faire du détroit d'Ormuz un territoire américain après la guerre. Mais en attendant, il est toujours partiellement bloqué, ce détroit, et ça a des conséquences directes sur les prix partout dans le monde, et aux États-Unis aussi, notamment sur les prix de l'essence. Étienne de Calataï, avec les élections de mi-mandat qui approchent en novembre et une opinion américaine de plus en plus hostile à la guerre, Donald Trump risque-t-il d'être contraint de revoir sa stratégie ? Oui, mais on l'aurait déjà dit il y a quelques semaines. Et on l'aurait déjà dit avant même la décision de s'en prendre à l'Iran, ça défie les règles de la rationalité. S'il l'a fait, c'est qu'il y a peut-être des raisons que nous ne connaissons pas, mais peut-être que c'est des questions d'un autre ordre que celui de l'ordre de ses chances électorales ou pas. Nous le savons que l'électorat américain est plutôt isolationniste et nous savons qu'il est sensible à l'inflation. Or, aujourd'hui, on voit quoi ? On voit de l'interventionnisme et on voit des hausses de prix. Donc, c'est difficile d'expliquer. Donc, l'économiste est un petit peu forcé au silence et à l'attente parce qu'on n'a pas de lecture, de grille de lecture économique de ce qui se passe là-bas. Oui, c'est dur de comprendre la stratégie et en plus, on est loin de l'America First promis par Donald Trump pendant sa campagne. Alors, du côté de la Fed, donc la Banque centrale américaine, est-ce que cette situation pourrait l'empêcher de baisser ses taux d'intérêt directeurs en septembre comme attendu, voire même à les relever ? Oui, c'est certainement de nature à altérer la politique monétaire, de même que de nature à altérer sa politique les perspectives en matière de santé budgétaire, mais nous y reviendrons peut-être. Donc oui, la Fed aujourd'hui est prise dans une pression politique pour maintenir les taux bas, mais ce qui se passe à la Maison-Blanche est plutôt de nature à tirer les taux à la hausse. Oui, d'autant qu'à la Fed, maintenant, il y a un nouveau président, Kevin Warsh, et là aussi, c'est dur d'y voir clair puisqu'on ne le connaît pas vraiment.
Oui, et en plus, il a dit qu'il ne se prononcerait plus sur ce qu'il était ses intentions, ce qu'on appelle la forward guidance dans le jargon. On avait pris l'habitude d'avoir une banque centrale qui accompagnait, qui annonçait ce qu'elle allait faire. On vient d'un monde d'avant où la banque centrale devait surprendre. Il ne fallait pas qu'elle fasse le jeu des marchés. On avait évolué et on était arrivé à quelque chose de beaucoup plus mature où la banque centrale préannonçait ce qu'elle allait faire. Et ici, il y a eu un discours en disant mais non, moi je ne ferai plus ça, je ne veux pas en fait me lier les mains et on verra bien. Et puis il s'est rendu compte des effets désastreux que ça avait fait. Il a dit oui, mais peut-être que des gens qui comprennent bien ma pensée pourront s'exprimer en mon nom. Il avait dit attendez mon gars, alors dis-le toi-même ce que tu penses. Et donc aujourd'hui là aussi on est dans un inconnu. Oui, ça fait beaucoup d'incertitudes, d'autant qu'il y a une chose qui inquiète les investisseurs à travers le monde, je le disais en introduction, c'est la montagne de dette publique américaine. On le sait, les obligations américaines, normalement, c'est la valeur refuge ultime des marchés. Et si les taux américains s'enflamment, ça a un impact sur le reste du monde. Alors, est-ce que la machine économique américaine est en train de s'enrayer et est-ce qu'il faut s'en inquiéter ? Alors, en fait, pas à court terme. En fait, la machine américaine, elle est incroyablement forte par rapport à ce que l'on aurait pu redouter dans un climat de très grande incertitude, dans un climat de tension géopolitique. On aurait dû s'attendre à ce que les choses aillent mal, mais du fait de ce boom de l'investissement en intelligence artificielle et de ce que les entreprises doivent investir pour y répondre, et d'autre part de ce qu'on appelle l'effet richesse, la bourse se porte bien, et aux États-Unis, 2/3 des Américains sont exposés directement à la bourse. Quand la bourse va bien, pour 2/3 des Américains, c'est leur patrimoine qui augmente. Et si votre patrimoine augmente, vous permettez de dépenser plus, on appelle ça l'effet richesse ou l'effet patrimoine. Et donc, on a une consommation privée des ménages. Alors, c'est pas vrai pour tous les Américains, mais c'est très cynique. Les Américains peu nantis, ça représente qu'une petite partie de la consommation. L'essentiel de la consommation, ce sont les Américains, plutôt ces 2/3 qui sont exposés à... Et donc pour eux, aujourd'hui, ça se passe bien. Et donc l'économie va bien. Alors que ce qui vient de la Maison-Blanche serait plutôt de nature à les troubler. Mais non, aujourd'hui, l'économie américaine tourne bien. Ceci dit, elle est fort endettée. Les finances publiques américaines ne sont pas en meilleur état que les finances publiques belges. Et donc les taux d'intérêt, et notamment les taux d'intérêt à long terme, sont une préoccupation avec derrière aussi des effets. On l'a vu dans les relations avec le Japon, on va racheter ou soutenir le yen, parce que tout ça, c'est lié à la soutenabilité des dettes publiques. Ce pourrait être l'introduction en bourse de tous les records. Selon le Financial Times, Anthropic, l'une des grandes startups de l'IA, pourrait être valorisée autour de 2000 milliards de dollars lors de son entrée en bourse prévue cet automne. Si le chiffre se confirme, Anthropic dépasserait le précédent record détenu par SpaceX, l'entreprise spatiale d'Elon Musk, valorisée, elle, à 1770 milliards de dollars lors de son entrée sur les marchés en juin dernier. Étienne de Calataille, 2000 milliards de dollars, ça paraît fou pour une entreprise qui n'a que quelques années. Est-ce que cette valorisation vous paraît justifiée ? C'est bien difficile d'y répondre. Ça invite à la prudence, mais elle peut être justifiée. Vous savez, dans les début des années 2000, quand on a parlé de la vague de la vague Internet, la vague de .com, on appelait parfois ça chez nous TMT, Télécom, Média, Technologie, on avait des entreprises qui n'avaient même pas de recettes. Ici, nous avons des entreprises qui ont des recettes, et des recettes qui augmentent à une vitesse vertigineuse. Néanmoins, on arrive à des ratios entre la valorisation hypothétique et le volume des chiffres d'affaires. Je ne parle pas de profit, je parle de chiffres d'affaires qui sont quand même stratosphériques. On est à 20 fois le chiffre d'affaires. Donc, il faut vraiment tabler sur une croissance qui viendra. Or, nous savons qu'il y a des risques majeurs par rapport à la poursuite de cette croissance. Ça peut être des risques de type géopolitique ou politique. Si monsieur ou madame Anthropic déplaît à la Maison-Blanche, qu'en adviendra-t-il? Et il y a déjà eu des menaces en ce sens-là. Ça peut être un concurrent qui émergera. Ça peut être une pression de l'opinion publique qui ne voudra pas que ces data centers et autres viennent induire des augmentations du prix de l'électricité insupportables. Et donc, on est là face à un faisceau de risques qui amène à une certaine prudence. Et finalement, quand les investisseurs achètent ou achèteront du Anthropic, qu'est-ce qu'ils achètent? Est-ce que c'est les résultats actuels de la société ou c'est la promesse de ce qu'elle pourrait devenir? En effet, ils achètent une promesse. En fait, ce que vaut une action, c'est ce qu'on appelle la valeur actualisée, la valeur en euros ou en dollars d'aujourd'hui des dividendes futurs. Puis vous pouvez y mettre à la fin la valeur de l'action quand vous la revendrez. Mais ça, c'est la valeur. Donc, c'est la somme de ces dividendes futurs que vous exprimez en argent d'aujourd'hui. Et donc, en implicite, c'est quoi? C'est que les gens s'attendent à ce que Anthropic voit ses ventes encore être multipliées et maintiennent des marges bénéficiaires colossales.
Alors c'est un peu la question à 1 million d'euros, mais est-ce qu'on est face à une bulle de l'IA qui risque d'éclater ? De nouveau, on doit penser qu'il y a une prudence à avoir. Le regard de l'économiste, c'est que les espérances en matière de gain de productivité ne seront pas aussi rapides. Et ce que l'économiste aime rappeler aussi, c'est que s'il y aura des gagnants, il y aura aussi des perdants dans la bulle. Être aussi bon aussi longtemps et aussi seul, être aussi bon aussi longtemps, ça fait beaucoup de risques, donc il vaut mieux diversifier. Celui qui achètera une action Anthropic, il aura envie d'en parler en société et d'avoir l'air malin, mais pour ce qui est d'une gestion du portefeuille, la diversification reste la règle d'or. Autre entrée en bourse à venir, celle du géant de l'ultra fast fashion Shein à la bourse de Hong Kong à la fin du mois. C'est sa 3e tentative d'IPO après des projets avortés à New York et à Londres, notamment en raison des critiques sur son impact environnemental, sur les soupçons de travail forcé et sur ses liens avec le gouvernement chinois. Shein ne se porte pas très bien en fait, même si les ventes continuent d'augmenter. Le groupe a perdu des dizaines de milliards de dollars de valorisation ces dernières années. Est-ce que son entrée en bourse pourrait l'aider à rebondir ? En soi, une entrée en bourse ne change rien. En fait, ce que peut permettre une entrée en bourse, c'est en fait à des actionnaires existants de vendre. Ça permet éventuellement de procéder plus facilement à des augmentations de capital, mais ça ne change pas la face du monde. Je vais vous dire que, à côté de mes activités chez Orcadia, je suis administrateur des petits riens. Je ne pleure pas devant les difficultés d'un tel géant de la fast fashion, dont on trouve les résultats dans les bulles de collecte de textiles. Des gens qui aujourd'hui, outre l'aspect environnemental, contribuent à des problèmes sociaux un peu partout dans le monde. Et si Shein a perdu autant en valorisation, c'est notamment parce qu'elle est touchée par les tensions commerciales entre la Chine et l'Occident. Les États-Unis et l'Europe ont notamment ajouté des droits de douane sur les petits colis chinois récemment. Est-ce que tout ça va obliger Shein et les autres plateformes de ce type chinoises de vente en ligne à changer leur modèle, par exemple en mettant plus d'entrepôts chez nous en Europe et aux États-Unis ? Oui, c'est d'ailleurs ce qui se passe. Oui. On voit des entrepôts, et notamment en Pologne, fleurir. Et ça va être une très grande difficulté. Nous le voyons déjà dans le assemblage automobile, où vous avez des têtes de pont chinoises en Hongrie ou ailleurs. Et dès lors, une difficulté pour l'Europe d'obtenir un consensus sur ce qu'il a lieu de faire. Demain, il y a à redouter que, en fait, les Liégeois d'Alibaba soient soutenus par les Polonais pour être gentils par rapport à ces géants qui nous polluent en provenance de Chine ou d'ailleurs. La pollution textile n'est pas le monopole de la Chine, rappelons-le. Inditex n'est pas beaucoup plus sympathique ou Decathlon ne sont pas particulièrement des exemples. Donc, en fait, ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'il y ait un intérêt général qui domine ces intérêts particuliers, locaux, régionalistes. Retour en Belgique avec l'un des gros dossiers de la rentrée, la vente partielle de Belfius. La banque publique belge va ouvrir 20% de son capital à des investisseurs privés, ça on le sait depuis un moment maintenant, et les candidats intéressés doivent remettre leur offre d'ici la fin du mois. Étienne de Calataille, première question, économiquement, est-ce que c'est vraiment une bonne opération pour l'État ? D'un point de vue d'économiste, c'est largement une non-opération. En fait, le contribuable, le citoyen belge ne sera pas plus riche ou moins riche demain après la vente si elle a lieu de ces 20%. Au lieu d'avoir 100% de patrimoine, il aura 80% d'une part, plus une somme, 2 milliards, que sais-je, mais il ne sera pas plus ou moins riche qu'hier. Donc ça ne va pas changer la donne de nos situations et notamment de nos finances publiques. Ça peut faciliter d'un point de vue commercial certaines choses. Ça paraît être par exemple que le ratio d'endettement de la dette publique diminue, mais c'est parce qu'on mesure mal la dette publique. On mesure la dette publique de manière brute sans tenir compte des actifs. Donc, si vous vendez des actifs, votre dette diminue. Oui, mais vous n'êtes pas plus riche pour autant ou moins endetté pour autant. Donc, en fait, ça n'est pas un sujet de première importance d'un point de vue macroéconomique. Ce qui est intéressant, c'est en termes de politique industrielle. Est-ce que ça a du sens pour la Belgique d'avoir une banque avec ancrage en Belgique et est-ce que ça a du sens d'avoir une banque publique ? Ça, ce sont les deux questions qu'il faut se poser. Et d'ailleurs, les investisseurs privés qui devraient rentrer au capital de Belfius seront belges. Ça, le gouvernement a été clair là-dessus. Donc, on peut être rassuré de ce point de vue-là. On peut être rassuré, mais en même temps, c'est un petit peu malheureux à l'heure où les mêmes personnes nous disent qu'il faut promouvoir l'union des capitaux en Europe, et on a tous lu le rapport Draghi, eh bien, de dire, voilà, mais pour mes fleurons à moi, je veux qu'ils restent de ma nationalité, il y a comme une contradiction.
Et dans cette affaire, il y a aussi l'avenir de l'assureur public Ethias qui s'est joué parce que le MR voulait rapprocher Belfus et Ethias, voire carrément les fusionner. Le gouvernement a finalement décidé de traiter les deux dossiers séparément, mais donc l'avenir d'Ethias est toujours en suspens à l'heure où on parle. Pour rappel, Ethias appartient pour un tiers à l'État fédéral, un tiers à la Wallonie et un tiers à la Flandre, et ces 3 actionnaires touchent chaque année des dividendes. Alors, le ministre des Finances, Jan Jambon, consulte en ce moment les régions sur l'avenir d'Ethias, et parmi les pistes évoquées, on parle d'une vente à un acteur privé comme la banque KBC ou l'assureur privé AGEAS. Mais si l'objectif c'est de rapporter de l'argent à l'État là aussi, est-ce qu'il serait logique financièrement de privatiser Ethias ou est-ce que l'État a tout intérêt à garder cette participation ? Alors, d'un bête point de vue de comptabilité publique, l'État a intérêt à avoir des participations quand elles génèrent des dividendes supérieurs au taux d'intérêt que l'État doit payer. Si, grâce à j'invente 1 milliard de ventes d'une participation, je parviens à réduire ma dette de 1 milliard, je vais économiser l'intérêt, imaginons que l'intérêt soit de 3%, sur 1 milliard, je gagne 30 millions. Oui, mais je vais ne plus avoir des dividendes si les dividendes couvraient plus que l'intérêt, je n'ai pas intérêt. Et dans la durée, l'investissement à risque rapporte plus que le taux d'intérêt. Donc, d'une certaine manière, d'un point de vue purement financier, nous aurions plutôt intérêt à avoir un État qui développe son portefeuille de participation, mais le problème, c'est qu'il va le faire de manière politiquement biaisée, avec une absence de diversification géographique. On va privilégier les entreprises belges, ce qui n'est pas très prudent. Mais en soi, un fonds souverain a plus de logique économique qu'un remboursement quand on parvient, comme c'est l'État pour l'État belge aujourd'hui, à se financer à des conditions encore relativement avantageuses. Je vous parle d'un taux d'intérêt de 3,5%, mais si on tient compte de l'inflation, c'est encore nettement plus bas. Donc les États se financent bon marché, ils ne devraient pas sacrifier dès lors, pour cette raison-là, leur participation des entreprises. J'aimerais ajouter un autre commentaire. On a beaucoup entendu parler de cette proposition de rapprocher Ethias et Belfus. Il faut bien voir que ce qui semble être une évidence chez nous est une anomalie dans le reste du monde. Je veux dire par là, nous avons en Belgique un modèle qui s'appelle le modèle de la banque assurance, où très souvent l'acteur assurance est très proche en termes actionnarial de l'acteur finance, l'acteur banque. Mais ce n'est pas le cas à l'étranger. Ailleurs, on n'a pas une telle fusion entre la banque et l'assurance. Vous avez un assureur d'un côté, un banquier de l'autre. Et donc, si ce n'est pas si malin à l'étranger d'avoir forcément une banque qui est simultanément assureur, eh bien, posons-nous la question, est-ce que c'est bon pour un pays, la Belgique en l'occurrence, de cultiver cette exception là où la sagesse qui s'impose ailleurs semble indiquer que ce n'est pas le cas? Eh bien, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci Étienne de Calataï d'avoir été mon invité. Avec grand plaisir. Et merci à vous de nous écouter chaque jour. Demain, c'est Laurent qui reprend le micro du Brief. Moi, je vous dis à très vite. Salut. C'était l'essentiel de l'info en 7 points avec le Brief. Chez Argenta, l'essentiel tient en 2 points. Voici le Bref. Premier point. Nous rendons le personal banking vraiment personnalisé, grâce à des conseils financiers à taille humaine, également pour les grands patrimoines. Deuxième point. Des investissements exclusifs et un banquier qui vous connaît. Voici comment nous faisons la différence chez Argenta, avec des conseils qui vous correspondent vraiment. C'était le Bref d'Argenta. C'est aussi simple que ça.